Mes parents m'ont forcé à épouser un homme violent qui a levé la main sur moi et sur mes enfants, puis ils l'ont aidé à les kidnapper pour les emmener à l'étranger. Alors, j'ai contacté mon ex-mari en secret, et aujourd'hui, j'ai eu le privilège de voir les visages de ma famille quand ils ont compris qu'ils avaient tout perdu. J'avais 29 ans quand mon ex-mari, David, a commencé à rôder autour de ma famille, de nos enfants et de mon nouveau mari. Il essayait de faire croire que c'était amical. Quelques appels, des cartes d'anniversaire, des cadeaux de pendaison de crémaillère, mais je savais mieux que ça. Et mes parents aussi. Ils disaient qu'ils ne supportaient pas que j'ai tourné la page avec Emre, le bel homme turc qu'il m'avait arrangé d'épouser. J'avais toujours trouvé étrange d'avoir obtenu la garde exclusive. Mais je n'avais pas eu le choix. Mes parents m'avaient dit que si je ne l'obtenais pas, ils réuniraient leur argent pour prendre les enfants eux-mêmes. Et puis, Emre, c'était tout ce que moi et mes parents voulions. Turc, à succès, issu d'une bonne famille. Il avait emménagé après 3 mois et avait immédiatement commencé à instaurer des règles. Pas de télé pendant le dîner. Les enfants devaient parler turc à la maison. Les visites du week-end avec David étaient devenues des échanges supervisés sur des parkings, avec Emre toujours présent. L'Américain est là, annonçait Emre quand David arrivait. Jamais son nom, juste l'Américain. J'ai commencé à remarquer le comportement étrange de David. Il appelait tous les soirs à 20h tapante pour dire bonne nuit aux enfants. Quand j'ai mentionné les cours de natation de Leila, il posait des questions précises sur qui la conduisait. Il proposait de prendre les enfants plus souvent, suggérait même une thérapie familiale. Manipulation classique, disait ma mère. Il essaie de troubler les enfants. C'est à cette période que les enfants sont devenus plus silencieux autour d'Emre. Leila, ma fille de 7 ans, a arrêté de chanter dans la voiture. James, 5 ans, a fait pipi au lit 2 fois après qu'Emre ait fait du babysitting. Période d'adaptation, m'assuraient mes parents. Les enfants ont besoin de discipline. Pendant ce temps, David continuait de franchir des limites. Il s'est inscrit à une formation pour entraîner l'équipe de foot de Leila. Il a emménagé dans un appartement à 10 minutes de chez nous. Il a même appris les bases du turc, comportement obsessionnel, disait Emre en secouant la tête. Dans mon pays, on réglerait ça autrement. Et honnêtement, j'étais d'accord avec lui, jusqu'à nos vacances à Lektao. Mes parents avaient insisté pour qu'on parte en famille pour célébrer la promotion d'Emre. David avait demandé 3 fois les infos de l'hôtel. En cas d'urgence, avait-il dit. J'avais ri. Mais le 3e soir, quelque chose a changé. Emre et moi étions en train de boire du rack pendant que mes parents dînaient au restaurant de l'hôtel. Soudain, James a renversé du jus sur la sacoche d'ordinateur d'Emre. Une sacoche. J'ai vu le visage d'Emre se transformer tandis qu'il attrapait James par le bras et le soulevait brutalement. Petit imbécile. Tu détruis tout ce que tu touches. James a éclaté en sanglots. Leila a couru vers lui pour le serrer dans ses bras. Je veux appeler papa, sanglota-t-elle. S'il te plaît, maman. Appelle papa. Il a dit qu'on pouvait l'appeler si on avait besoin. S'il te plaît. Quelque chose dans sa voix m'a fait sortir de ma torpeur. J'ai saisi mon téléphone d'une main tremblante et j'ai composé le numéro. À peine la sonnerie avait-elle commencé qu'Emre a traversé la pièce et m'a poussé au sol. Les enfants doivent apprendre les conséquences. Sa poigne sur mon poignet m'a fait halter. Emre, tu me fais mal. Tu les couvres trop. C'est pour ça que les enfants américains sont faibles. Il a serré plus fort. Mets-les dans leur chambre. Maintenant. J'ai regardé les visages terrifiés de mes bébés, et quelque chose en moi s'est brisé. Le numéro. La gifle est venue d'un coup sec. Ma joue me brûlait alors que je reculais, vacillante. Les enfants ont crié. Tu veux m'humilier? Appeler ton ex comme une paix. A-t-il craché? Soudain, la porte de la chambre d'hôtel a volé en éclats. Mes parents sont entrés en trombe depuis le restaurant. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? A demandé mon père. Votre fille est en train d'appeler son ex-mari, a craché Emre. Le visage de mon père s'est assombri. Dis non. Donne-moi ce téléphone. Maintenant. Ma mère s'est tournée vers les enfants. Les enfants, allez dans votre chambre. Mais il a frappé, une seule appel à notre avocat, a interrompu ma mère, et tout est fini. J'étais là, assise avec mes enfants en pleurs, quand on a entendu les coups contre la porte. Des coups si forts qu'on s'est figé. Zénab, ouvre. J'ai su immédiatement que c'était David. Mon cœur battait à tout rompre alors que sa voix résonnait dans le couloir. Le visage d'Emre s'est assombri et il a marché vers l'entrée. Mon père s'est interposé devant moi, pendant que ma mère se plaçait entre les enfants et la porte. Ne le laisse pas entrer, a-t-elle sifflé. Les coups continuaient. Je sais que vous êtes là. J'ai reçu un appel. Mon estomac s'est noué. L'appel. Il avait dû se connecter quelques secondes avant qu'Emre ne m'arrache le téléphone. David avait entendu quelque chose. Emre a ouvert brutalement la porte. Que veux-tu? David se tenait là, en jean et t-shirt froissé, manifestement essoufflé. J'appelle la sécurité de l'hôtel, dit mon père. Cet homme est en train de nous harceler. S'il te plaît. David me regarda droit dans les yeux. Zana, est-ce que ça va?
J'ouvris la bouche, mais ma mère me coupa. Elle va bien. Tu dois partir avant qu'on ne porte plainte pour harcèlement. 2 agents de sécurité arrivèrent quelques minutes plus tard. Mon père les rejoignit, leur parlant à voix basse, d'un ton pressant. J'entendis des phrases comme « litige pour la garde » et « ex-mari instable ». Emre lâcha James, qui courut vers moi en trébuchant. Il lissa sa chemise, puis se tourna vers les agents avec un sourire maîtrisé. « Messieurs, je suis désolé pour le dérangement. C'est l'ex-mari de ma femme. Il nous harcèle depuis des mois. » « Ce n'est pas vrai, » protesta David. « Il envoie sans cesse des cadeaux, appelle à toute heure, nous a même suivis en vacances. » Emre sortit son téléphone et montra des photos des cartes d'anniversaire et des cadeaux envoyés par David. Nous avons essayé d'être compréhensifs, mais il ne supporte pas qu'elle soit passée à autre chose. Les agents de sécurité échangèrent un regard. Le plus grand s'adressa à David. « Monsieur, êtes-vous client de cet hôtel ? Non. Alors je vais devoir vous demander de partir. » David leva son téléphone. J'ai reçu un appel provenant de cette chambre. Il y avait des cris. Emre éclata de rire. Les enfants jouaient. Tu sais comment ils sont quand ils sont excités en vacances. Écoutez plutôt. David lança la messagerie vocale. 3 secondes de voix étouffée, un cri, puis le silence. Ça peut être n'importe quoi, dit ma mère. Des enfants qui chahutent. Le garde de sécurité semblait mal à l'aise. Monsieur, c'est une affaire familiale. Sans preuve de danger immédiat. Léla s'arracha soudain des bras de ma mère, courut vers David et s'agrippa à ses jambes. Papa, s'il te plaît ne pars pas, Emre a fait du mal à James. Il a frappé maman. La pièce devint silencieuse. Les agents de sécurité nous regardèrent tour à tour, l'incertitude peinte sur leur visage. Mon père sortit son portefeuille et en retira plusieurs billets. Il les glissa dans la main du plus petit garde. Messieurs, ceci est une affaire familiale privée. L'enfant est confus et bouleversé. Nous apprécierions votre discrétion. Les gardes prirent l'argent. Monsieur, dit le plus grand à David, vous devez quitter les lieux immédiatement. Mais ma fille vient juste de dire que, maintenant, monsieur, ou nous devrons appeler la police. David me regarda désespérément. Je voulais parler. Sur le chemin du retour, ma mère était assise entre les enfants à l'arrière. Chaque fois que Léla tentait de dire quelque chose, ma mère se mettait à chanter des chansons turques ou à commenter le paysage. James regardait par la fenêtre, inhabituellement silencieux. Emre conduisait de façon agressive, coupant la route aux autres voitures et brûlant les feux jaunes. Mon père était assis à côté de lui, discutant à faire comme si rien ne s'était passé. Au bout de 3 heures, James annonça qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Nous nous arrêtâmes dans une aire de repos. Je pris la main des 2 enfants, mais ma mère nous suivit à l'intérieur. Dans la cabine, Léla me murmura avec urgence. « Maman, j'ai envoyé un message à papa depuis ma tablette. Avant qu'Emre me la prenne. Je lui ai tout dit. » Mon cœur s'emballa. Quand ? Hier. Pendant le dîner. Je m'étais caché dans la salle de bain. Ma mère frappa à la porte de la cabine. « Tout va bien là-dedans ? » « Oui, maman. On termine. » De retour à la voiture, Emre tendit la main. La tablette de Léla. Où est-elle ? Le visage de Léla se décomposa. Je sais pas. Il fouilla son sac, puis la voiture. Ne trouvant rien, il attrapa son menton. Ne me mens pas. Je mens pas, cria-t-elle. Elle est probablement restée à l'hôtel, dis-je rapidement. On peut t'appeler quand on rentrera. La mâchoire d'Emre se crispa, mais il laissa tomber. Le reste du trajet se déroula dans un silence tendu. Quand nous arrivâmes enfin à la maison, je remarquai de nouvelles caméras de sécurité au-dessus du garage. Quand ont-elles été installées ? Demandai-je. Hier, répondit Emre. Je les ai fait poser avant notre départ. Pour la sécurité. À l'intérieur, d'autres caméras parsemaient les coins du salon et de la cuisine. De petites lumières rouges clignotaient doucement. Emre se dirigea vers la porte d'entrée et sortit un nouveau jeu de clés. Les serrures avaient été changées. Il entendit une à ma mère, une à mon père, mais aucune pour moi. « Tu sembles stressé, dit-il. Ce sera mieux si tu n'as pas à t'inquiéter des clés pour le moment. » Mes parents installèrent leurs valises dans la chambre d'amis. « Nous allons rester un moment, » annonça ma mère. « Pour aider dans cette période difficile. » Le lendemain matin, Emre nous conduisit au tribunal. David avait déposé une demande de garde d'urgence. Dans la salle d'attente, je le vis avec une femme en tailleur bleu marine. Elle avait les cheveux gris et courts, et portait un gros dossier. « C'est Suzanne Foster, » murmura Emre. « La meilleure avocate en droit de la famille du comté. Ton ex devient désespéré. » Dans la salle d'audience, le juge examina la requête tandis que nous restions silencieux. L'avocate de David soutint que les enfants étaient en danger immédiat, évoquant l'incident de l'Ectao. « Votre honneur, dit-elle, mon client a reçu un appel de détresse depuis le téléphone de la mère. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé Madame Gilmaz au sol avec des blessures visibles. » L'avocat d'Emre, un homme élégant nommé Richard, se leva. Objection. Aucune preuve de blessure.
Pas de rapport de police. Aucun dossier médical. Juste la parole d'un homme qui harcèle cette famille. Le juge se tourna vers moi. Madame Gilmaz, souhaitez-vous vous exprimer? Je commençais à me lever, mais la main de ma mère s'abattit sur mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Je me rassis. Ma cliente est trop bouleversée par le harcèlement de son ex-mari pour s'exprimer, dit Richard avec calme. Le juge fronça les sourcils. Sans preuve concrète de danger immédiat, je ne peux pas accorder la garde d'urgence. Mais il ajouta. Cependant, le comportement de M. Davison est préoccupant. Votre honneur, intervint Suzanne Foster, mon client n'a fait que maintenir le contact autorisé par la cour avec ses enfants. Chaque interaction a été appropriée et documentée. Soit, dit le juge. Mais la famille se dit menacée. J'accorde une ordonnance de restriction temporaire. M. Davison devra rester à 150 mètres de Mme Gilmaz et de M. Gilmaz. Le régime actuel de visite surveillée reste en vigueur. Le visage de David se décomposa. Léla, assise à côté de moi, laissa échapper un petit gémissement. À la sortie du tribunal, Emre afficha un sourire triomphant. Ça s'est bien passé. Ce week-end-là, au lieu de la visite prévue avec David, Emre annonça qu'il avait inscrit les enfants à un centre culturel turc. Ils doivent se reconnecter à leur héritage. Le centre était à 2 heures de route. Pendant le trajet, James se plaignit d'avoir mal au ventre. 20 minutes plus tard, il vomit sur lui-même. Emre pila brusquement. Espèce de dégoûtant. Tu l'as fait exprès. Il est malade, protestai-je. Il est manipulateur. Il restera comme ça. Peut-être que la prochaine fois, il se contrôlera. Pendant 1h40, James resta assis dans son vomi, pleurant doucement. L'odeur empestait la voiture, mais Emre refusa de s'arrêter. Au centre culturel, je nettoyais James dans les toilettes pendant qu'Emre les inscrivait aux activités. L'instructrice, une femme sévère nommée Madame Demire, ne me regarda presque pas. Monsieur Gilmaz m'a expliqué la situation, dit-elle. Ne vous inquiétez pas. Nous leur enseignerons le bon comportement. Quand je revins les chercher 4 heures plus tard, James avait des bleus au bras, des marques de doigts, violettes et fraîches. Que s'est-il passé, demandai-je à Madame Demire. Il n'a pas coopéré pendant les leçons de langue. Parfois, les enfants ont besoin d'une fermeté. Dans la voiture, je me tournai vers Emre. Elle l'a blessé. Ce sont des marques de main. Il est sûrement tombé pendant les activités. Tu deviens parano. Il me jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Comme ton ex-mari. À la maison, mon père m'attendait dans le salon. Emre me dit que tu as causé une scène au centre culturel. James a des bleus. Les garçons se blessent tout le temps. Tu exagères. Il se pencha. Ton mari essaie de donner à ses enfants une culture. De la discipline. Tu devrais lui être reconnaissante. Ce soir-là, je retrouvai la tablette de Léla cachée derrière des cartons dans le garage. L'écran était fissuré, mais elle fonctionnait encore. Des dizaines de messages adressés à David s'affichaient. Photos des bleus, vidéos d'Emre criant, compte rendu détaillé de chaque incident. David avait tout enregistré. Comme un dossier pour un procès. Zénab, dit ma mère. On est inquiet pour ton état mental. Tu agis de façon erratique, ajouta mon père. Tu remets ton mari en question, tu lances des accusations délirantes. Emre était assis à côté d'eux. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Ilmaz. C'est un psychiatre spécialisé dans les troubles postpartum. Je n'ai pas de troubles postpartum. James a 5 ans. Un début tardif, dit Emre doucement. Combiné au stress causé par ton ex-mari, le docteur Ilmaz peut t'aider. Le lendemain matin, ils me conduisirent dans un immeuble de bureaux impeccable. Le docteur Ilmaz, sans lien de parenté, était un homme mince au regard froid. Votre famille est très inquiète, dit-il après que les autres m'aient laissé seul avec lui. Parlez-moi de ces pensées paranoïaques. Je ne suis pas parano. Mon mari fait du mal à mes enfants. Il prit des notes. Avez-vous des preuves? Les bleus. Les enfants se blessent facilement. Autre chose? Je lui racontai tout. Il hocha la tête d'un air compréhensif, tout en écrivant sans cesse. Je vois. Et depuis combien de temps avez-vous ces délires? Ce ne sont pas des délires. Madame Ilmaz, votre famille décrit un comportement erratique. Appelez votre ex-mari, faire de fausses accusations. Ce sont des symptômes graves. Il écrivit une ordonnance. Cela vous aidera à calmer votre anxiété et vos idées paranoïaques. À la maison, Emre me tendit les comprimés avec un verre d'eau. Mes parents me regardaient, pleins d'attente. J'ai mis les comprimés dans ma bouche et pris une gorgée. Lorsqu'ils ont détourné le regard, j'ai poussé les pilules dans ma joue. Plus tard, dans la salle de bain, je les ai recrachés dans un mouchoir et tiré la chasse. C'est devenu ma routine. Faire semblant de les prendre, les éliminer plus tard, mais je devais être prudente. Emre avait commencé à vérifier ma bouche après. Une nuit, alors que tout le monde dormait, je me suis glissé jusqu'à l'ordinateur dans le bureau d'Emre. Mes mains tremblaient en me connectant à mon email. J'ai retrouvé le contact de Bethany dans l'annuaire de l'école.
Elle était l'enseignante de Léla l'an dernier, et nous étions devenus amicales à la sortie des classes. Bethany, j'ai besoin d'aide. Mon mari fait du mal à mes enfants et je suis piégé. Ne répondez surtout pas à cet email. Il vérifie tout. Mais s'il vous plaît, aidez-nous. J'ai supprimé le message envoyé et effacé l'historique du navigateur. Le lendemain matin au petit déjeuner, Emery annonça qu'il gardait les enfants à la maison. Pourquoi, demandai-je. L'Américain rôde autour de l'école. La sécurité l'a repéré sur le parking hier. David ne violerait jamais l'ordonnance d'éloignement. Les yeux d'Emery se plissèrent. Tu le défends encore? Peut-être qu'on doit augmenter ta dose de médicaments. Ma mère acquiesça. Les enfants n'ont pas besoin d'école en ce moment. Je peux leur faire cours ici. L'école à la maison? Je sentais les murs se refermer sur moi. Juste temporairement, ajouta mon père, jusqu'à ce que les choses se calment. Mais je savais. Ce n'était pas temporaire. Cette nuit-là, j'ai entendu Emery au téléphone dans le cabinet du docteur Yılmaz. Il parlait en turc rapide, mais j'ai compris l'essentiel. Les papiers sont presque prêts. Voyage d'été à Istanbul. Oui. Les 2 enfants. Non. Elle ne posera pas de problème. Mon sang s'est glacé. Il planifiait de les emmener en Turquie. Je suis retourné au lit, l'esprit en ébullition. Istanbul. S'il les emmenait là-bas, je ne reverrai jamais mes enfants. Les tribunaux turcs lui donneraient raison, surtout avec ses relations. Je devais agir vite. Mais comment? Tous mes gestes étaient surveillés. Le lendemain matin, Emery partit au travail plus tôt que d'habitude. Ma mère commença les cours dans la salle à manger, ce qui consistait surtout en des exercices de langue turque et des sermons sur le respect. Je regardais James lutter à prononcer les mots, tandis que le visage de ma mère se crispait de frustration. Il fait de son mieux, dis-je doucement. Les enfants américains sont paresseux, répliqua TL sèchement. En Turquie, les enfants de 5 ans parlent 3 langues. Je me réfugiai dans la cuisine, feignant de nettoyer tout en réfléchissant. Bethany n'avait pas répondu à mon email, mais peut-être l'avait-elle reçu. Peut-être qu'elle agissait déjà. La sonnette retentit, me faisant sursauter. Mon père alla ouvrir. Par l'entrebâillement, j'aperçus une femme en blazer tenant un clipboard. Je suis Eleanor Frédéric des services de protection de l'enfance. Cette fois, elle resta 30 minutes. Lorsqu'ils redescendirent, James serrait une petite voiture que Eleanor avait dû lui offrir. J'aimerais parler à Madame Yılmaz en privé, annonça Eleanor. Elle est sous médication, dit rapidement mon père. Elle pourrait dire des choses inexactes. L'expression d'Eleanor ne changea pas, néanmoins. Dans la cuisine, elle sortit son bloc-notes. Votre amie Bethany nous a contactés. Elle a aussi alerté l'avocat de votre ex-mari. Je comprends qu'il y ait des inquiétudes concernant la sécurité des enfants. Mes yeux se remplirent de larmes. Il planifie de les emmener en Turquie. J'ai entendu Emery au téléphone. S'il vous plaît, vous devez nous aider. Elle prit des notes. Les enfants ont effectivement partagé certaines informations préoccupantes. James m'a montré des bleus sur ses bras. Mais vos parents disent qu'il est maladroit. Il ne l'est pas, le centre culturel? Je vais faire un suivi avec le centre. En attendant, je mets en place un plan de sécurité. Les enfants doivent retourner à l'école immédiatement. Vous devrez rencontrer le conseiller scolaire chaque semaine, et je ferai des visites à l'improviste. Je ressentis un immense soulagement. Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. Eleanor se leva pour partir, puis se retourna. Madame Yılmaz, si un jour vous avez l'impression que vous ou vos enfants êtes en danger immédiat, appelez le 112. N'hésitez pas. Une fois parti, mes parents explosèrent. Ma mère m'attrapa par les épaules et me secoua. Qu'est-ce que tu lui as dit? Quel mensonge as-tu raconté? Rien. Tu détruis cette famille, rugit mon père. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Emery rentra plus tôt, le visage fermé. Les fenêtres avaient été peintes il y a des années. J'étais piégé. Le lendemain matin, il déverrouilla la porte et fit comme si de rien n'était. Prépare les enfants pour l'école. Et souviens-toi, je vous surveille. En les déposant, je scrutais le parking à la recherche de la voiture de David, oubliant l'ordonnance d'éloignement. Les autres parents me lançaient des regards étranges. La rumeur avait dû se répandre à propos de la visite de la protection de l'enfance. La nouvelle enseignante de Léla, Madame M.C. Carlet, s'approcha. Je voulais vous dire que Léla semblait très heureuse d'être de retour. Elle a dit que l'école lui avait manqué. Je hochai la tête, incapable de parler sans pleurer. L'après-midi, en venant les récupérer, la conseillère scolaire m'attendait. Madame Yılmaz, je suis Freddy O'Charlotte. Je verrai vos enfants chaque semaine, comme convenu avec les services de protection. Je voulais me présenter. Elle semblait bienveillante, avec de doux yeux bruns et un comportement apaisant. Si jamais vous avez besoin de parler, ma porte est toujours ouverte. À la maison, Emery était furieux des séances de conseil. Voilà ce qui arrive quand tu impliques des étrangers. Maintenant, nos affaires privées sont le divertissement de tout le monde. Ma mère approuva. En Turquie, on règle les problèmes familiaux en famille.
Cette obsession américaine pour la thérapie est une maladie. Mais il ne pouvait pas refuser. Eleanor avait été claire, suivre le plan ou risquer que les enfants soient retirés. Les jours suivants suivirent une routine tendue. Les trajets vers l'école étaient mon seul moment hors de la maison. Emre avait pris mes clés de voiture, donc ma mère nous conduisait. Elle ne me quittait jamais des yeux. Un matin, alors qu'elle parlait à une autre mère turque, je remarquai une voiture familière sur le parking visiteur. Mon cœur s'arrêta. David était là, juste à la limite des 150 mètres, observant. Nos regards se croisèrent une seconde avant que ma mère ne me tire par le bras. N'y pense même pas, siffla-t-elle. Ce soir-là, j'entendis Emre à nouveau au téléphone. Oui. Les billets sont réservés. Le 15 juin. Pas de date de retour prévue. Le 15 juin. C'était dans 3 semaines. Le lendemain matin, quelque chose semblait différent. Emre était trop joyeux au petit déjeuner. Mes parents, trop détendus. Ils préparaient quelque chose. À la sortie de l'école, Madame O'Charlotte m'arrêta. Je suis inquiète à cause de quelque chose que Léla a dit en classe aujourd'hui. Elle a parlé d'un long voyage prochainement. Mon sang se glaça. Quoi d'autre? Juste qu'elle craignait de rater la fin de l'année scolaire. Votre famille prévoit un voyage? Non, dis-je rapidement. Aucun voyage n'est prévu. Ses yeux se plissèrent légèrement, mais elle hocha la tête. Je vois. Si les plans changent, merci d'en informer l'administration. Dans la voiture, je confrontai ma mère. Tu as parlé d'un voyage à Léla? Les enfants comprennent mal, dit-elle avec désinvolture. Emre avait mentionné qu'il pourrait visiter la Turquie un jour. Elle a du mal à comprendre, mais moi, je savais. Il préparait les enfants, leur faisant croire que c'était une aventure excitante. Ce soir-là, enfermé à nouveau dans ma chambre, j'ai désespérément cherché un moyen de communiquer avec l'extérieur. L'ordinateur était dans le bureau d'Emre. Mon téléphone était surveillé. Puis je me suis souvenu, le téléphone fixe au sous-sol. J'ai attendu 3 heures du matin, puis j'ai essayé la poignée. Parfois, Emre oubliait de fermer à clé quand il était fatigué. Ce soir-là, c'était le cas. Zénab, tu es en sécurité? D'où tu appelles? Du sous-sol. Je n'ai pas beaucoup de temps. S'il te plaît, il faut les arrêter. J'appellerai Suzanne dès demain matin. On va déposer une requête d'urgence. Tu peux obtenir des preuves. Billets, email, n'importe quoi. Je vais essayer. Mais David, s'ils les emmènent, ils ne les emmèneront pas. Je te le promets. Tiens bon. De l'aide arrive. Une latte grinça au-dessus de moi. Je raccrochai immédiatement et remontai à pas feutrés. Ma porte était encore ouverte. Ma chambre vide. J'avais réussi. Le lendemain matin, Emre m'observa attentivement au petit déjeuner. Tu as l'air fatigué. Tu dors mal? Les médicaments, mentis-je. Ils me donnent des rêves étranges. Il sembla satisfait. Mais l'après-midi, lorsque je suis descendu au sous-sol, le téléphone avait disparu. Le câble avait été coupé et retiré entièrement. À la sortie de l'école, Freddy O'Charlotte m'attendait à nouveau. Madame Ilmaz, pouvons-nous parler en privé? Ma mère s'apprêta à refuser, mais Freddy sourit doucement. C'est concernant les progrès scolaires des enfants. Une simple routine. Dans son bureau, Freddy referma la porte et se tourna vers moi, inquiète. L'avocate de votre ex-mari m'a contacté. Elle m'a informé au sujet du projet de voyage. J'ai déjà transmis tout cela à Eleanor des services de protection. Un espoir naquit dans ma poitrine. Que peuvent-ils faire? Nous travaillons dessus, mais j'ai besoin que vous documentiez tout ce que vous pouvez. Toute conversation à propos du voyage, tout signe de préparation. Vous pouvez faire ça? J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mes joues. Aussi, ajouta-t-elle, je voulais vous dire que les 2 enfants ont partagé d'autres informations pendant nos séances. Nous construisons un dossier, mais cela prend du temps. Nous n'avons pas le temps. Le 15 juin. Je sais. Nous faisons tout notre possible. Elle me tendit un mouchoir. Y a-t-il un endroit sur où vous pourriez aller? Une amie? Un refuge? Il a mes clés, mon portefeuille, tout. Mes parents me surveillent constamment. Elle écrivit quelque chose sur un morceau de papier et me le glissa dans la main. C'est mon numéro personnel. Si la situation dégénère, appelez-moi. Jour ou nuit. Sur le chemin du retour, j'ai glissé le papier dans ma chaussure. Ma mère était irritée par le retard, râlant tout le trajet contre les interférences des Américains. Ce soir-là, Emre annonça que nous aurions des invités pour le dîner. Mon cousin Kamal est en visite de Turquie. Il m'aide avec quelques papiers. Le cousin arriva avec une mallette remplie de documents. Ils parlèrent en turc rapide, mais je saisis des bribes, passeport, autorisation, dossier scolaire. Après le dîner, pendant que les hommes parlaient affaires, j'aidai à débarrasser la table. Dans la cuisine, je remarquai que la mallette de Kamal était entr'ouverte. À l'intérieur, j'aperçus ce qui ressemblait à des billets d'avion. Je regardai autour de moi. Tout le monde était distrait. Rapidement, je pris une photo avec la tablette de cuisine qu'on utilisait pour les recettes, puis je la supprimai de la galerie principale et la cachai dans un dossier de recettes.
Qu'est-ce que tu fais? Je me retournai d'un coup. Léla était dans l'embrasure de la porte, les yeux grands. Je nettoie, chérie. Mon cœur battait à tout rompre. Elle s'approcha et murmura, j'ai entendu ce qu'il disait. Je te promets, maman. Les jours suivants furent un supplice. Emre devint plus vigilant, me surveillant constamment. Mes parents prenaient des tours pour m'observer, mais je réussis à cacher la photo de la tablette en la téléversant sur un compte cloud que j'avais créé sous un faux profil de partage de recettes. À l'école, j'ai glissé un mot à Madame Michalid, expliquant ce que j'avais entendu. Elle hocha gravement la tête et me promit de transmettre. 3 jours avant le 15 juin, tout s'accéléra. Emre rentra avec de nouvelles valises. Ce soir-là, je l'entendis au téléphone avec le docteur Yilmaz. Oui. Augmenter la dose. Elle devient de plus en plus délirante. Il faudra peut-être un traitement en établissement. Il planifiait de m'interner. Une fois hospitalisé, il pourrait emmener les enfants sans aucune opposition. Le matin du 13 juin, je me réveillai avec Emre debout au-dessus de mon lit. Lève-toi. Tu as un rendez-vous médical. Je n'irai pas. Le docteur Yilmaz était prêt, avec les papiers. Madame Yilmaz, votre famille est très inquiète. Il pense que vous avez besoin d'un traitement intensif. J'ai réservé une chambre dans un excellent établissement. Non. Je luttais contre la poigne de mon père. Je ne suis pas folle. Ils essaient d'enlever mes enfants. Le docteur Yilmaz soupira. Cette paranoïa est exactement la raison pour laquelle vous avez besoin d'aide. Votre mari essaie d'emmener les enfants en vacances familiales, et vous avez construit tout un délire autour de ça. La porte s'ouvrit brusquement. Eleanor Frédéric entra, accompagnée de 2 policiers. Madame Yilmaz, êtes-vous ici de votre plein gré, demanda-t-elle. Non. Ils essaient de me faire interner pour emmener mes enfants en Turquie. Eleanor se tourna vers les officiers. Je crois que nous avons une situation. Le docteur Yilmaz se leva, indigné. C'est un rendez-vous médical privé. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits quand il y a suspicion de séquestration illégale et de mise en danger d'enfants, répondit Eleanor d'un ton glacial. Madame Yilmaz, souhaitez-vous partir avec nous? Oui, s'il vous plaît. Elle est mentalement instable, dit Emre en s'avançant. J'ai une procuration. Non. Vous ne l'avez pas, répondit calmement Eleanor. Nous avons enquêté sur vos déclarations. Aucun document légal ne vous donne ce pouvoir. Les policiers se positionnèrent entre moi et ma famille. L'un d'eux me parla directement, Madame, souhaitez-vous porter plainte? Je regardai le visage furieux d'Emre, le choc sur celui de mes parents, et je sentis des années de peur s'effondrer. Oui. Oui, je le veux. Tout s'est enchaîné très vite. La police a pris des dépositions. Eleanor a appelé du renfort des services de protection de l'enfance. En moins d'1 heure, nous étions au commissariat pendant que des officiers allaient chercher mes enfants à l'école. Suzanne Foster nous y attendait avec David. L'ordonnance d'éloignement l'empêchait de m'approcher, mais son soulagement se lisait sur son visage de l'autre côté de la pièce. Nous avons obtenu une audience d'urgence, expliqua Suzanne. Le juge Morrison va nous recevoir dans 1 heure. Les enfants sont en sécurité. Ils sont temporairement sous la garde de la protection de l'enfance jusqu'à la décision du juge. Je me suis effondré, sanglotant de soulagement et de terreur. Eleanor est restée avec moi pour m'expliquer la suite. Votre amie Bethany a été essentielle dans tout cela, dit-elle. Elle a documenté chaque chose, les absences scolaires, les révélations de Léla, les projets de voyage. Madame MC Charlotte et Freddy O'Charlotte ont aussi fourni des rapports. Nous avons un dossier solide. Au tribunal, les preuves étaient accablantes. Les billets d'avion apportés par Kamal étaient allés simples. Les dossiers scolaires qu'Emre avait demandés n'étaient pas de simples copies, mais des documents de transfert. Les messages envoyés par Léla à David depuis sa tablette, que Suzanne avait soigneusement conservés, dressaient un tableau clair d'abus de plus en plus graves. Le visage du juge Morrison se durcissait à chaque révélation. Quand l'avocat d'Emre tenta de faire passer tout cela pour de simples vacances familiales, le juge l'interrompit net. Des billets allaient simples vers un pays qui n'est pas signataire de la Convention de La Haye, avec des enfants qui ont signalé des abus? Ce ne sont pas des vacances, maître. C'est une tentative d'enlèvement parental. Il m'accorda la garde temporaire d'urgence ainsi qu'une ordonnance restrictive contre Emre et mes parents. L'ancienne ordonnance interdisant à David de m'approcher fut immédiatement levée. En outre, poursuivit le juge, j'ordonne la remise immédiate de tous les passeports appartenant à M. Yilmaz et aux grands-parents maternels. Ils ne doivent pas s'approcher à moins de 300 mètres des enfants ni de Madame Yilmaz. Emre explosa, criant en turc et en anglais au sujet de ses droits, de la corruption américaine, et du fait que je le regretterais. Les huissiers l'ont maîtrisé pendant que le juge ajoutait des accusations d'outrage à sa longue liste de problèmes judiciaires. Ce soir-là, j'ai logé dans une chambre d'hôtel payée par un fonds d'aide aux victimes de violences domestiques, que Eleanor avait organisé. Les enfants m'ont été confiés après le dîner, et nous nous sommes écroulés ensemble sur le lit, pleurant et nous serrant les uns contre les autres. On est en sécurité maintenant, maman, demanda James d'une petite voix. Oui, mon chéri. On est en sécurité.
Léla me regarda sérieusement, est-ce qu'on pourra voir papa demain? Oui, ma puce. Tu pourras voir papa quand tu veux, maintenant. Pour la première fois depuis des mois, les enfants ont souri sincèrement. Cette nuit-là, ils ont dormi paisiblement pendant que je restais éveillé, encore incapable de croire que nous étions enfin libres. 6 mois après ce terrible jour de juin, nous étions de retour au tribunal, mais pour une toute autre raison. David et moi étions assis ensemble pendant que le juge finalisait notre nouvelle entente de garde, une garde partagée réelle, avec la liberté pour les enfants de circuler librement entre nos deux foyers. Je tiens à féliciter les deux parents, déclara le juge, pour avoir mis le bien-être de vos enfants avant tout. Monsieur Davison, votre persévérance à documenter vos inquiétudes tout en respectant les limites légales est admirable. Madame Egilmaz, votre courage d'avoir brisé une situation de contrôle a redonné une vie à vos enfants. Une famille différente. Construite sur la vérité au lieu du contrôle. Sur le choix au lieu de la contrainte. Alors que j'observais mes enfants rire librement, parler la langue de leur choix, s'exprimer sans peur, je repensais à la menace de ma mère, celle de me renier. Elle avait dit que je détruisais la famille. Mais elle avait tort. Je n'avais rien détruit. Je l'avais sauvée.